Alors, je voudrais tout d'abord dire que je suis très heureux de participer à cette journée dédiée à René Scherrer. Et si mon propos donc se veut une sorte d'hommage à la philosophie de René Scherrer, il s'adresse avant tout à l'esprit de générosité qui anime cette pensée. Alors pour commencer, s'il est possible d'effectuer un parallèle entre l'anarchisme philosophique de René Scherrer et par exemple l'anarchisme épistémologique d'un Paul Feyerabend, dont on vient de parler à l'instant, en ce que l'un et l'autre opèrent un rejet comparable de la transcendance, je vais essayer de montrer en quoi, chez le premier, le souci de méthode est à la fois débordé et porté par ce que j'appelle ici une passion de l'immanence. C'est qu'en effet, si le rejet de la transcendance des idées platoniciennes par le premier consonne avec le rejet par le second d'une démarche consistant à prescrire aux sciences des règles de méthode jugées universelles, en revanche, ce commun anarchisme méthodologique déborde explicitement chez René Scherrer la seule pratique de la philosophie pour concerner un type de rapport au monde, précisément un rapport libéré du poids des arrière-mondes. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que certaines des implications de ces implications-là ne puissent aussi être envisagées dans le sillage de Feyerabend. Autrement dit, cet anarchisme philosophique n'est sans doute pas assimilé à celui des poseurs de bombes, et René Scherrer y insiste à plusieurs reprises, mais il s'en faut de beaucoup qu'il soit sans rapport avec une anarchie, sans doute peut-être plus qu'un anarchisme politique. Il y a en effet une puissance du dehors qui irrigue toute la pensée de René Scherrer, et à partir de laquelle il construit ce que Deleuze et Guattari auraient appelé son plan d'immanence. Il y aurait ainsi, chez l'auteur des Nourritures anarchistes, une forme d'anarchie à entendre, si l'on veut, comme le transcendantal même des anarchismes politiques, ce qu'on entend dans la définition non substantialiste qu'il donne lui-même de son anarchisme philosophique, lorsqu'il écrit, je cite, « L'anarchisme n'est ni isolable, ni organisable à la manière d'un parti, il pénètre toute pensée et toute action politique et philosophique. » Fin de citation. Raison pour laquelle je me permettrai un rapprochement avec la pensée de Max Stirner dans la dernière partie de cette intervention. Alors pour commencer, on peut faire remarquer que René Scherrer fait fréquemment subir à des notions traditionnelles un traitement qu'on pourrait appeler d'immanentisation, c'est-à-dire qu'il les réutilise après leur avoir fait subir le filtre critique de l'immanence, après les avoir soumises à un filtre critique qui serait celui de l'immanence. Ainsi en est-il par exemple de la notion d'utopie dont il va parvenir à sauver un usage possible en lui reconnaissant deux faces, l'utopie transcendante, trouvant sa source dans la Callipolis platonicienne bien sûr, et l'utopie immanente, nomade, s'articulant bien davantage à travers une référence à Charles Fourier, mais aussi à Walter Benjamin. S'il rejette la première, il considère pourtant qu'il n'y a pas à abdiquer politiquement devant un état de fait, au nom d'un quelconque pragmatisme politique, qui, certes, aurait au moins la vertu de nous préserver des violences exercées à l'encontre du réel, dans le cadre du schéma de dérivation théorie-pratique propre au modèle de l'utopie transcendante. Car ainsi, donc si on en restait au pragmatisme politique, car ainsi, c'est le réel tel qu'il est qu'on conserverait. À cela, René Scherrer va donc opposer l'idée d'une utopie immanente, c'est-à-dire la non-résignation à un état de fait, pas contre le réel en tant que tel, certes, là se profilerait la menace totalitaire, mais simplement pour ouvrir sur un autre devenir, précisément vers d'autres possibles, dont le réel lui-même est riche, dans son épaisseur, pour peu qu'on soit prêt à s'ouvrir à l'événement, prêt à emprunter quelques bifurcations, à l'écart de l'autoroute temporelle, homogène et continue, comme on sait, de l'histoire des vainqueurs. C'est donc le réel lui-même, entendu comme devenir, qui serait utopie, loin qu'on doive se livrer alors à la moindre greffe sur un réel qui recevrait alors son sens et sa forme d'une transcendance conduite ainsi à le violenter. Je cite René Scherrer sur ce point, « Le devenir est le mouvement invincible de la vie immanente pour elle-même, le réel même, mais en un tout autre sens que celui d'un réalisme politique, un réel tissé de ses virtualités et non contradictoire avec l'utopie. En d'autres termes, il est cette utopie qui ne fait qu'un avec les passions, les désirs invincibles, incoercibles, résistant aux pressions, aux terreurs.
Cette utopie que Fourier a refusé de nommer telle, car elle est bien, en face de tous les revêtements trompeurs, le réel tel qu'en lui-même il consiste et devient. » Fin de citation. Cette utopie immanente se trouve par conséquent tissée au sein même des passions, des désirs qui sont du coup intégrés au réel lui-même. On comprend donc que les passions tristes, pour parler le langage de Spinoza, au premier rang desquelles se situe le ressentiment, en empruntant cette fois à Nietzsche, ces passions donc se trouvent placées hors du réel lui-même, ou plutôt en position de transcendance par rapport à ce réel, en vue précisément de le juger. Une fois donc ces passions mutilantes écartées, il n'y a plus de passions qui puissent être jugées et ou condamnées, puisqu'aussi bien elles sont constitutives du tissu même du monde que nous expérimentons, elles en ont la teneur. Leur condamnation ne pourrait donc valoir que comme condamnation du réel en tant que tel, c'est-à-dire compte tenu cette fois de son épaisseur et des virtualités qui la tissent. Autrement dit, cela réinstaurerait une position de transcendance qui est précisément celle du jugement en tant que tel, ou comme l'écrit René Scherrer, je cite, « La justice utopique ne connaît que les passions et les attractions, leur composition, leur plein essor, sa fonction unique est de multiplier les liens sociaux. » Fin de citation. On entend déjà en cela quelque chose d'un rapport à l'autre envisagé sous l'angle de l'hospitalité, mais aussi et plus généralement quelque chose qui tiendrait à l'accueil à ce qui vient, envers ce qui vient, et qui relève du réel lui-même, entendu comme devenir, accueil qui n'est pas sans transformer en profondeur aussi celui qui reçoit. C'est que cette ouverture au monde, pour être effective, doit se réaliser dans l'immanence, c'est-à-dire sans s'accrocher à certains garde-fous qui, pour nous tenir à l'écart d'un éventuel danger, ne nous éloignent pas moins du monde lui-même à travers le maintien d'un écran entre nous et le réel, qui peut notamment prendre la forme de la personne. La transcendance, en effet, peut revêtir d'innombrables masques, comme René Scherrer l'indique explicitement lorsqu'il évoque les préjugés et les transcendances qui n'en finissent jamais de renaître de leurs cendres, et je cite à nouveau René Scherrer, « Transcendance revêtue de costumes variables mais bien reconnaissables, sous ces travestissements qu'offrent la politique, la morale, les séductions d'un certain jargon de la profondeur, tout comme dans le domaine des institutions ou segmentarités, c'est-à-dire les découpages habituels de la personne, de la famille, du sexe, etc. » C'est donc à une lutte contre les transcendances toujours en cours de recomposition qu'il s'agirait de se livrer continuellement. Et en cela, René Scherrer dispose de solides alliés dans la constellation que sa pensée dessine, qu'on pense à Charles Fourier, à Deleuze et Guattari, à Foucault, mais aussi à Pasolini, Genet ou encore Guy Hockenheim, et il faudrait bien évidemment étendre ces listes. Dans cette optique, c'est bien une lutte contre la personne, contre la famille et contre le sexe, qui évoque une certaine érotique irriguant toute l'œuvre de René Scherrer et qui renvoie vers cet érotisme non disciplinaire dont parlait Michel Foucault, qui parlait donc d'un érotisme qui était celui du corps à l'état volatile et diffus, avec ses rencontres de hasard et ses plaisirs sans calcul, mais aussi on pourrait être également renvoyé vers cet éros collectif dont parlait Pasolini et qui fait signe vers les corps dans leur plus stricte immanence, comme lorsque dans sa correspondance, ce dernier évoque, dans une certaine indistinction avec leur milieu d'existence, les corps de ces garçons, Pasolini écrit, aux nuques cambrées, brillantes à contre-jour, où prend naissance une touffe de cheveux très dorés qui tombe en auréole sur le front ridé, sur un visage où la virilité semble tout entière émaner dans une senteur de sel et de cordage. Fin de citation. Mais encore, ferait signe donc vers cette beauté du métis qui évoque le beau livre de Guy Hockenheim, qui écrit « Enfant, j'appelais de mes voeux le ravisseur étranger qui m'emporterait dans ses bras, princesse raptée. Adulte, où déclarait-elle « Je ne conçois d'amour que cosmopolite. » Fin de citation. Amour, terme qu'il faudrait alors référer à Charles Fourier, en ce que sa conception, précisément, est capable d'arracher cet affect au carcan personnaliste, dans lequel il devient une affaire de subjectivité, et donc de transcendance, où les puissances moléculaires se perdent. René Scherrer, parlant de l'amour, écrit « Non un sentiment limité à l'individu, mais une force entraînante, dépassant les limites individuelles, celles de l'humanisme aussi, pour rallier l'homme à l'univers. » Fin de citation. Dans une érotique ainsi entendue, la dimension de l'accueil est essentielle et l'on est ainsi bien renvoyé de nouveau vers la question de l'hospitalité. Il n'est pas, en effet, jusqu'à l'interrogation relative à la sodomie par René Scherrer, notamment à l'occasion de l'évocation de Théorème, le film de Pasolini,
qui ne puisse devenir l'instrument d'un questionnement relatif à l'hospitalité. Et cet angle d'approche me semble ici intéressant parce qu'il permet d'envisager l'hospitalité dans la plus pure immanence, en la purgeant d'emblée de tout ce qu'elle pourrait charrier de valeurs transcendantes, à commencer par celle de désintéressement. Précisément, j'évoque le passage de Pétrole, l'ultime roman de Pasolini, cité par René Scherrer au terme de son approche du film Théorème, dans Passage pasolinien, donc passage qui évoque l'absence de rapport entre celui qui possède et celui qui est possédé, façon pour nous ici d'envisager la sodomie comme une forme d'accueil précisément non personnaliste et que René Scherrer replace dans l'univers de la hypnose manichéenne. Je cite Pasolini, le passage cité précisément par René. Alors, celui qui possède ne communique qu'illusoirement avec celui qui est possédé, parce que celui qui est possédé fait une expérience incomparable par rapport à la sienne. D'autre part, celui qui est possédé ne communique pas non plus avec celui qui le possède, parce que ce dernier ne se présente pas à lui comme une entité limitée, comme un individu. Et l'on ne peut pas communiquer avec le tout, parce que c'est le tout précisément qui possède à travers le pénis et sa violence. Fin de citation. On comprend donc que dans ce rapport, les dimensions du corps et de la conscience sont proprement inextricables, et surtout qu'elles explosent infiniment au-delà des limites de l'individuation, raison pour laquelle c'est aussi bien celui qui offre ici l'hospitalité qui pourrait verser des larmes de reconnaissance, comme l'écrit Pasolini. Tout le corps dont la conscience de l'intérieur est illimitée, parce qu'elle coïncide avec l'univers, est entraîné par la violence avec laquelle celui qui possède se manifeste et ne connaît pas de pitié. Mais ce caprice aussi est merveilleux, innocent, et laisse celui qui est possédé dans un état d'attente qui le remplit encore de reconnaissance, lui arrache des larmes purificatrices. Fin de citation. Il devient donc à présent possible d'envisager directement la question de l'hospitalité telle qu'elle traverse l'œuvre de René Scherrer, c'est-à-dire en la plaçant d'emblée à l'écart des valeurs transcendantes, notamment comme celle d'altruisme. Alors si Proudhon reconnaît certes que l'hospitalité peut se résoudre complètement, ne peut se résoudre complètement dans ses traductions juridiques, en revanche, il situe cet insuppléable qui déborde le droit du côté d'une certaine contingence, d'un simple sentiment qu'il arrive à Proudhon de rapprocher de ce qui fonde la simple aumône, ce que réfute précisément René Scherrer, en comprenant donc ce surplus, comme relevant bien plutôt de la passion. Et donc je cite sur ce passage René Scherrer, la tâche qui semble revenir à la passée contemporaine est l'exploration systématique et non seulement subjective au sens d'arbitraire de ce reste qui fait de l'hospitalité non un rebut, mais un diamant d'éclat inaccoutumé. L'hospitalité, oui, est bien du côté des affinités personnelles électives, mais elle n'est pas pour cela à livrer à l'arbitraire et à l'inessentiel. Cet accident du juridique s'érige en substance, cette sympathie indécidable se fait la force attractive fondamentale sans laquelle aucune société ne serait plus possible, le simple plaisir qui l'accompagne à l'efficacité d'une passion incoercible. Fin de citation. Donc ce refus d'une résorption de l'hospitalité dans le domaine juridique constitue de fait cette passion hospitalière en puissance possiblement transgressive de la personne. Par-delà la personne juridique pour commencer, mais aussi transgressive donc de la famille également ou du sexe. L'hospitalité est alors en passe d'inquiéter la clôture sur soi, propre aux identités figées, en ouvrant sur un dehors qui ne laisse pas inchangé celui qui reçoit. Cette ouverture radicale est d'ailleurs explicitement envisagée par René Scherrer à partir de la notion d'association chez Fourier. Je cite, « L'association n'est que le mouvement de déconstruction de l'ancien ordre et de recomposition d'un nouveau. Selon le fil conducteur ou la boussole des attractions passionnelles, il n'y a plus de cellules fermées, mais des structures ouvertes à l'infini. » Fin de citation. C'est donc à la lumière, c'est à la lumière, en effet, c'est à la lumière de quoi? Non, c'est à cette lumière, c'est à cette lumière, en effet, qu'on peut réinterroger le passage cité tout à l'heure de Pétrole, puisque dans les mots de Pasolini évoquant la non-communication entre celui qui possède et celui qui est possédé, il n'y a aucunement négation de l'hospitalité à travers cette absence de rapport entre subjectivité, mais bien au contraire explosion des subjectivités dans le cadre d'un processus d'altération radicale. C'est ainsi que René Scherrer, après avoir évoqué les caractéristiques de l'hospitalité propre aux habitants de la cité de Sodome, peut rappeler la valeur paradoxalement principielle de la sodomie pour la conception de l'hospitalité en tant que telle. Je cite, « La sodomie et ce qui l'accompagne ou qu'elle implique restera jusqu'à nous par excellence
la conduite sociale hospitalière, la voie vers l'autre en tant qu'étranger en son corps même, car elle favorise la réversibilité des rôles en une sorte d'identification de devenir autre. Fin de citation. Par le biais de la sodomie, par conséquent, quelque chose se dit d'une expérience de déprise à l'égard de la personne, de son cadre nécessairement limitatif, déprise qui est proprement constitutive de l'hospitalité considérée à partir de sa capacité à déborder les classifications de type juridique, ce que René Scherrer, sous l'éclairage de Fourier, ressaisit à travers la capacité propre au jeu hospitalier de réveiller les passions qui restent en sommeil, c'est-à-dire donc d'être l'occasion du débordement constant de la personne et non l'expression d'une personne ou d'un caractère déjà formé et fixé une fois pour toutes. On retrouve ici, dans une déprise de soi non désintéressée, le caractère passionnel de l'hospitalité, en ce que celui qui s'y livre en ressort enrichi, y puise un surcroît d'être qu'interdit le repli sur soi, ce qui indique le sens très particulier de l'égoïsme qu'on peut envisager à partir de là, et que René Scherrer, empruntant également à Fourier, nommera un égoïsme composé. Je cite ce passage du livre de René Scherrer, de Zeus l'Hospitalier. Pour employer le langage propre à l'inventeur de l'harmonie, l'unitéisme est sans doute l'inverse de l'égoïsme civilisé, mais par composition de ce qui, en civilisation, forme les termes exclusifs les uns des autres d'une disjonction. L'unitéisme est un égoïsme composé, non une fusion dans le collectif. Fin de citation. Parvenu en ce point, on peut se demander, pour finir, si en cela on ne rejoint pas quelque chose de cette association des égoïstes prônée par Max Stirner. En effet, lorsqu'on évoque la pensée stirnerienne, il est fréquent que le privilège accordé au moi par l'auteur de l'unique en vienne à faire barrage à l'écoute de ce que dit vraiment au fond Stirner et qu'on ne l'associe pas spontanément au concept d'hospitalité, considérant plutôt sa philosophie comme relevant d'une certaine forme de solipsisme. Évidemment, il ne saurait être question ici de nous lancer dans une présentation détaillée de la pensée de Stirner, qui pourtant à bien des occasions entre dans un rapport de féconde résonance avec la pensée de René Scherrer comme avec celle de Charles Fourier, mais on pourrait peut-être au moins évoquer la conception du moi qui traverse l'unique et sa propriété, de façon à juger si en cela on est vraiment éloigné d'une conception de l'hospitalité telle que René Scherrer peut lui-même la défendre. C'est qu'il ne faut pas oublier que chez Max Stirner, si le moi est à regagner d'une certaine façon, en le libérant des spectres et autres fantômes venus l'obscurcir, ce mouvement s'accompagne indéfectiblement de celui qui consiste ni plus ni moins en une dissolution du moi. C'est donc à travers une lutte contre tout ce qui masque le véritable moi et qui s'apparente à diverses formes de transcendance, formes extérieures pour l'enfant, intériorisées pour le passage à l'âge adulte, que la désaliénation s'effectue. En cela, cette lutte pour l'émancipation du moi s'apparente à un combat pour la reconnaissance de son caractère strictement immanent, jusqu'ici seulement recouvert par certains avatars de la transcendance, variables selon les périodes historiques comme l'État, la société ou l'homme. Le moi stirnerien survivrait donc derrière ces différents masques, mais de façon spectrale et donc inaperçue, la vertu de désintéressement notamment pouvant empêcher la reconnaissance d'un intérêt bien réel et sous-jacent, témoignant pour l'irréductibilité de l'égoïsme qui nous constituerait. Cela dit, avant de conclure trop vite à la clôture sur soi du moi stirnerien, il conviendrait d'envisager son statut effectif, indissociable de ce mouvement de dissolution qu'on vient d'évoquer et qui conduit à l'apparenter à un simple point désubstantialisé. Je cite Max Stirner sur ce point. « Je suis donc le noyau qui doit être libéré de toutes ces enveloppes, de toutes les écales qui l'enserrent. Que reste-t-il quand je me suis libéré de tout ce que je ne suis pas? Moi seulement et rien que moi. » Fin de citation. On connaît la position de Deleuze quant à ce reste résistant à la destruction émancipatrice des fantômes. Deleuze qui, dans son livre Nietzsche et la philosophie, identifie ce mouvement de dissolution à celui d'un nihilisme triomphant, en ce que, selon lui, je cite Deleuze, le moi unique rend au néant tout ce qui n'est pas lui, et ce néant est précisément son propre néant, le néant même du moi. Fin de citation. Or, qu'il y aille de l'impersonnel du côté de l'unique chez Stirner, cela n'implique pas, me semble-t-il, une néantisation pure et simple du moi propre, rebaptisé au moyen du terme d'unique par Stirner, qui est un mot d'ailleurs appelé à fonctionner comme un nom propre, précisément pour en maintenir la singularité insubstituable, en évitant qu'un contenu se reforme qui viendrait définir positivement ce moi. Donc celui-ci, c'est-à-dire donc le moi propre de chez Stirner, celui-ci semblant bien plutôt survivre à travers le « on »
qui évoque le mot on, hein, qui évoque ces mots de Stirner. Je cite Stirner.